Ça a fonctionné pour moi, mais parce que j'ai été manager avant, de projets, de gens, que j'étais déjà proche du commercial, mais ça n'a rien à voir de le faire en vrai. Ouais, bah non, Merci. Putain, t'as vu, elle fait le faire en vrai que je fais jamais. Ça, tu le gardes, le gardes. De ouf. Si l'interview dure 4 minutes, il y a cette phrase. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Sandra Leclerc, manager supply chain chez Johnson & Johnson Medical. On va évidemment parler beaucoup de management aujourd'hui et surtout du fait d'avoir aimé graduellement cette discipline pour aujourd'hui considérer que c'est une force. On va aussi parler de l'apprentissage, comment rester expert quand on est manager et tout ça avec Sandra pendant quelques dizaines de minutes. Évidemment, vous connaissez l'histoire, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu parce que c'était super. Salut Sandra. Bonjour Patrick. Mais ça me fait plaisir de t'avoir avec moi ce matin. Et ben moi aussi. On est en couleur estivale parce que le printemps est bien avancé maintenant. Exactement, très dynamique. Exactement. Merci d'être venu passer un moment avec moi. Donc tu viens pas très loin, je crois que tu habites pas très loin de nos bureaux. Non, dans le 18, juste au-dessus. Et on va parler un peu de management dans Le Faire en Vrai. Je crois que tu as vu quelques-unes de nos vidéos. Pas mal, ouais. Donc tu vois à peu près ce qu'on va faire. Et comme dans toutes les vidéos, je vais te proposer de te présenter un peu à nous pour qu'on sache qui tu es et depuis quand tu manages et tout ça. Donc d'abord, tu travailles chez qui ? Je travaille chez Johnson & Johnson. Et Johnson & Johnson, c'est un grand groupe médical et pharmaceutique américain qui est sur 2 secteurs maintenant. Il était sur 3 avant. Donc, il était sur la santé beauté grand public, dans laquelle des marques qu'on connaît tous, Neutrogena. Exactement. Actifed, Nicorette, Biafil. Voilà. Donc, j'ai fait la moitié de mon parcours dans ce secteur-là, cette branche-là. Il y a une branche de dispositifs médicaux qui est en train de se transformer en technologie médicale parce qu'il y a la robotique et le digital qui arrivent. Donc ça, c'est des outils dans les blocs opératoires, des choses Exactement, comme ça. les implants et les instruments, de plus en plus robotisés, digitalisés pour les patients et les chirurgiens. Et le secteur pharmaceutique que je ne connais pas. Ouais. Donc là, des médicaments plus classiques. Exactement. Donc j'ai fait la moitié dans le secteur santé, beauté, grand public et l'autre moitié dans le secteur dispositifs médicaux. Et alors aujourd'hui, t'es où ? Donc t'es dans la partie dispositifs médicaux, c'est ça ? Je suis dans la partie dispositifs médicaux. Ouais. J'ai fait la quasi-totalité de mon parcours en supply chain, sur différents métiers de la supply chain. Et j'ai commencé à manager... très tôt. Et oui, en fait, parce que j'ai managé la première personne au bout de 2 ans, donc en 2011. Et j'ai commencé en 2009. Et nous, on s'est rencontrés il y a quand même un moment maintenant, au moment où tu prenais ta première grosse équipe. Ouais. Et c'était en quelle année ça alors ? Eh ben c'était en 2012, non 2013-2014. Ouais, et donc ça fait 10 ans officiellement. Ça fait 10 ans, ouais. Ouais, c'était 10-15 personnes, 12 personnes. 12 personnes avec une manager intermédiaire, on en reparlera sûrement un peu. Et ensuite, tu as eu différents postes sur toute cette période. Et aujourd'hui, tu es plutôt dans du management de projet transversal, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur mon poste actuel. J'ai commencé par créer une petite équipe sur de la supply chain locale, les fonctions planning essentiellement, et collaboration avec le business. J'ai fait une mission terrain-vente pour différentes raisons, on pourra y revenir, extrêmement intéressante. Et là, je suis revenue en mode projet avec des enjeux globaux et d'influence du haut et de management du haut que je commence à toucher du doigt, un peu apprécié. Donc du coup, plein de visions du management, on va en revenir. Moi, ce qui m'a intéressé, on s'est vu il y a quelques temps pour un déjeuner, après quelques années d'ailleurs sans beaucoup se voir. Et j'ai été assez frappé par, je sais pas, maintenant tu dois t'en rappeler parce qu'on en a rediscuté, mais par une phrase en fait que tu m'avais dit, c'est j'ai aimé le management de façon graduelle. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus. T'as commencé tôt, mais c'est pas une vocation chez toi, c'est pas quelque chose que t'as aimé tout de suite ou qui t'a pas tout de suite parlé. Ouais, en fait, j'y ai réfléchi. C'est quelque chose que je prenais comme une mission importante et une récompense. Quelque chose et vraiment qui m'intéressait vraiment. Mais j'ai pas mis le costume tout de suite. En fait, j'ai quand même une période de lune de miel avec le management. Quand j'ai commencé juste par un collaborateur, un par un. Il y en a que j'avais pas choisi, il y en a que j'avais choisi, mais ça s'est toujours très bien passé.
Donc ça venait naturellement, et c'est pour ça que j'avais ça lune de miel, parce que les contextes étaient relativement positifs. Oui, et puis des toutes petites équipes, du coup. Et du coup, une C'était personne. même pas une équipe, quoi. Donc c'était C'était un duo, quoi. Ouais, c'était un duo. Mais tu apprends à être le manager d'eux, et responsable de ce que produit l'ensemble du duo, quoi. Voilà, mais en duo, c'est quand même très particulier le management. Enfin, pour moi, il y a vraiment, ça change quelque chose quand il y a un groupe, quoi. Exactement. En fait, exactement. C'est le management individuel et le management d'équipe, c'est pas pareil. Même le management individuel dans une équipe, c'est pas du tout comme le management individuel tout court. Totalement. Et donc après 2-3 expériences très réussies dans le management individuel, j'ai évolué pour prendre le management du service client, donc service auquel j'appartenais, et avec 2 niveaux. Et j'avais à l'époque pas encore managé d'équipe, juste avec plusieurs collaborateurs, mais sans management intermédiaire. Donc c'était un gros challenge dont j'avais pas vraiment pris la mesure. Non, parce qu'il faut dire aussi qu'à ce moment-là, t'as pas 30 ans. Hein. Non, ouais, j'ai 29 ans. Tout en plus, t'es jeune, et la manager entre toi et les équipes, elle est beaucoup plus âgée que toi. Elle est super expérimentée, ouais. Et puis on s'entend super bien. Ouais. Et ce qui n'est pas forcément un cadeau pour gérer après le changement de positionnement. Ah ouais, tiens, on va y revenir à ça. Mais d'abord, donc, tu découvres ce management d'une équipe importante, plus importante avec 2 niveaux. Et c'est là que c'est pas quelque chose qui tombe sous le sens. Et pour le coup, autant les réussites étaient, comme tu disais, lune de miel sur les individuels, autant là, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Non. Avec le recul, à la sortie de ce poste, donc j'ai fait 2 ans, à peu près. Et c'était un contexte de pré-transformation, donc je ne pouvais pas dire ce que je savais, avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce genre de choses, avec un contexte où il fallait arriver à développer les équipes pour qu'elles trouvent un job après ou qu'elles s'inscrivent dans la prochaine organisation, et où moi, il fallait que j'apprenne à ne pas projeter sur les autres la manière dont je faisais les choses. Et il fallait que j'apprenne à faire. Enfin, j'avais beaucoup de choses à apprendre en même temps. Ce qui est tout à fait faisable. Ce qui m'a été super difficile, c'est la gestion de l'émotion. C'est la gestion de un peu la négativité ambiante par rapport à un contexte où tout le monde sait que ça arrive. La gestion des émotions des autres, surtout. Ouais. Pas tant des tiennes. Si, du coup, après, tu vois, ça par ricochet, un cercle. Ouais. J'ai cette tendance à être suroptimiste. Ah bon? Ça te surprend? Et maintenant, je sais que c'est une force. Mais par contre, je le sais. Donc, je sais que je vais toujours partir du principe que si t'es plus senior que moi, tu sais mieux faire. Si t'as plus d'expérience, tu sais forcément plus de trucs. Si que tout le monde peut performer, vraiment ce genre de truc, j'y crois à fond. Sans y réfléchir même. Ouais, c'est comme ça, je suis comme ça. Et des fois, en fait, il faut juste prendre le temps être comme ça, c'est bien, mais prendre le temps d'écouter, de prendre le pouls de l'organisation, parce que j'avais une manière de leur demander des choses qui étaient comme s'ils étaient hyper motivés, quoi. Moi, j'avais l'impression, quand j'essaie de me remémorer cette période-là, parce que c'est vraiment à cette période-là qu'on a bossé ensemble, on voit bien, effectivement, que t'avais toutes ces qualités-là, mais il y avait un côté... Je sais pas si c'est de l'insouciance ou... Si, naïf, on peut dire. Ouais. Ou en gros, on avait l'impression qu'effectivement, ton enthousiasme, ton optimisme, et puis ça va bien se passer, se heurte... Enfin, t'avais envie de dire, oui, probablement, mais écoute quand même. Tu vois, il y avait un truc comme ça, un peu d'insouciance. C'est ça un peu peut-être qui t'a rendu un peu les semaines difficiles, ou en tout cas plus difficiles au démarrage. Exactement. Et comment t'as réussi à comprendre que ta force c'était une force mais qu'il fallait l'utiliser un peu différemment? Comment t'as fait ça? C'est une très bonne question. Comment j'ai fait ça? Je pense que j'ai commencé à le faire dans ce premier poste, mais je pense que j'ai appris à le faire à vraiment le maîtriser avec les autres. Donc ce que m'a appris ce poste-là, ce que j'ai entendu des équipes à ce moment-là, quand j'ai été manager du service client donc pour la première fois, c'est qu'elles m'ont fait le feedback direct en fait. Elles m'ont dit mais Sandra, ça c'est toi, tu sais faire comme ça, mais moi j'y arriverais pas. Et donc là, je me suis rappelé, tu sais couper le dragon, ou enfin couper l'aventure en plusieurs morceaux. Là. À l'époque, il y avait un délire d'aventure. J'utilise toujours. Voilà. Et donc là, tu fais référence aux épisodes, c'est-à-dire découper le but à atteindre en plusieurs épisodes, qui fait que la progression est progressive. Ouais. Donc là, en l'occurrence, c'était avec les personnes que j'avais en direct, mais qui n'avaient pas de management. Donc c'était des chargés de clientèle grands comptes. Et je voulais qu'elles parlent aux responsables commerciaux. En y amenant une structure, des KPI, des indicateurs, des projets. Et en fait, pour moi, c'était super facile, mais c'est ce que j'avais fait avant. Et ça a ajouté de la valeur ajoutée pour elles. Mais j'étais peut-être pas prête, et j'ai appris à comprendre la notion de temps.
Ouais, comment partir de eux et pas partir de toi. Exactement. Et c'était une découverte comme ça. Alors en plus, tu l'as fait, on va un tout petit peu encore s'attarder sur cette expérience-là parce que je voudrais revenir sur 2 choses. D'abord, tu l'as fait avec cette manager très, très expérimentée, mais pas du tout câblée comme toi. Non. Et je pense aussi que ça t'a aidé, un peu forcé contrainte, mais ça t'a aidé. En fait, j'y ai beaucoup repensé et on avait cette manager-là, à l'époque, donc on avait des conversations où je les ai eues, on les a eues, les conversations difficiles. Et en fait, c'est très positif. Je lui disais, faut que tu développes ton équipe. Elle me disait, non, là, j'y arrive pas, je veux pas être développeur. Elle voulait que je sois directive, je voulais pas. Donc, en fait, quand j'ai réfléchi, elle me le disait. Donc, c'est génial d'avoir ce type de conversation. Carrément, ouais. Mais je l'ai vécu, c'était difficile émotionnellement. Émotionnellement, c'était trop difficile. Et du coup, ça s'est fait. J'ai pas pris assez de plaisir, mais on a réussi. En tout cas, elle m'a aidée. Sabrina, si elle nous entend. Elle nous regarde sûrement, Sabrina. À comprendre ce que c'était que le courage managérial, à être challengée, à dire les choses. Et alors justement, il y a un dernier point dont on peut parler avec Sabrina, c'est que c'est quelqu'un que tu connaissais avant de l'encadrer, et avec qui tu t'entendais extrêmement bien. Et souvent, quand on parle avec les gens, ils se disent « Ah là là, manager une amie ou manager quelqu'un dont on est très proche et tout, c'est forcément compliqué. » Tu trouves ça compliqué, toi ? Ça t'a paru compliqué de faire ça ? Ou finalement, avec le recul, c'est quand même un peu sympa ? C'est un peu ce dont tu parlais, c'est le début qui est critique en fait. Je crois que tout est possible. C'est plus compliqué que si t'as pas de proximité, mais en même temps, si j'avais pas eu de proximité, est-ce que j'aurais eu les super conversations qu'on a eues ? Et la confiance, je suis d'accord. Tu vois ? En fait, c'est le début qui est compliqué parce qu'on veut il faut mettre en place la bonne relation, quoi. C'est ça, quand on connaît très bien quelqu'un. En tout cas, moi, de quelques expériences que j'ai eues de gens que je connaissais très bien avant de les manager, c'est pas très souvent. Il faut mettre des règles très claires. Voilà, les règles. Parce que sinon, tu te retrouves moi, je trouve que tu te retrouves souvent dans le flou. Et attends, on est potes ou tu manages, on sait plus bien, quoi. Je trouve qu'il y a ça. Je sais pas si tu l'as fait dès le début avec Sabrina, mais... On avait les rituels dès le début. Je lui ai pas mis les règles de ce dont j'avais besoin. En fait, les règles sur les objectifs, comment on se voit, quand est-ce qu'on parle aux équipes, etc., ça, c'était plutôt clair. Mais sur, là, dans ta situation, je veux pas entendre ça, tu me le partages dans un autre moment, etc. Ça, j'avais plus de mal. Tu l'as pas fait tout de suite. Les trucs finalement un peu relationnels. C'est ça qu'il fallait faire. Avec elle, complètement. Ouais. Mais je pense avec tout le monde, surtout quand on a une très bonne relation. En vrai, quand on n'a pas une très bonne relation, il faut la construire. Donc, quelque part, on part de zéro. Enfin, quand on n'a pas de relation, on part de zéro. Et normal, ça peut ne pas marcher, mais en gros, on n'a rien à déconstruire, quoi. C'est vrai. Là, c'est le cas. Tout à fait. Alors donc, du coup, graduel, ça veut dire que donc, cette période-là de management, c'est une période d'énorme apprentissage pour toi, mais pas d'énorme plaisir. Et ensuite, t'as changé de poste, t'as continué à avoir des postes avec différents types de relations managériales. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pris de plus en plus de plaisir, t'as commencé à te sentir bien dans ce rôle-là de faire travailler les autres ou de les guider ? Comment ça s'est passé, Vraiment, petit à petit, j'ai un truc qui me plaît beaucoup autour de la transmission, qui est venu aussi graduellement. J'ai quand même pas mal d'ego. Et au début de ma carrière, et je t'ai vu t'en parler dans une vidéo, j'ai été identifiée pas mal en talent. Et donc, du coup, je prenais vachement de plaisir à être reconnue moi-même, tu vois. Et ce qui s'est passé après cette première expérience, c'est que déjà, l'expérience juste après, j'ai pas pris de management direct. Pour que ça marche bien, il faut embarquer et donner de la vision pour avoir l'autorité sans autorité hiérarchique. Et donc, tu prends le plaisir d'une collaboration indirecte. Du coup, j'avais un poste régional, donc avec des gens un peu plus seniors, mais pas forcément plus faciles à manager, entre guillemets. Et j'ai commencé à apprécier, en fait, avec les postes transverses de management un peu plus seniors, mais pas direct, la co-construction. D'accord. Avec, moi, j'étais à la région et c'était les pays. Les régions sont plus grandes que les pays, chez Johnson & Johnson, faut l'avoir en tête. Oui, il y a une espèce de... D'ailleurs, c'est en train de... Les régions sont des continents, en fait, t'as les régions et les pays à l'intérieur. Voilà, quand je dis région, c'est pas... effectivement, c'est l'Europe. Pas Rhône-Alpes, quoi. Oui, effectivement, Et puis, j'étais bien à ce moment-là parce que j'avais quand même eu une expérience managériale qui m'avait appris plein de trucs. Et j'avais personne en direct, donc c'était un peu confort, tu vois. Ouais, peut-être un peu moins de naïveté. Exactement. Merci Sabrina, encore une fois. Et donc peut-être aussi, tu disais l'ego qui
qui t'amenait à vouloir briller, tu t'es peut-être aussi rendu compte il fallait trouver l'équilibre entre ce que tu faisais qui était bon pour toi et ce que tu faisais qui était bon pour les autres, quoi. Et ce que j'aime, tout simplement, quoi, Ouais. qui est peut-être le plus important. Ça a évolué assez vite, du coup, dans ces postes transverses ou tout ça. T'as senti que c'était... Oui, en fait, la partie management de projet avec des collaborateurs dans l'équipe projet ou management direct, j'ai très vite compris qu'en fait, j'aimais ça. Après l'expérience où j'ai challenge, mais où j'ai beaucoup appris. Ce qui a été la difficulté d'après, ou le challenge d'après, ça a été de bien gérer le haut. Donc d'apprendre à... Bien gérer tes chefs, ouais. Bien gérer mes chefs et bien gérer on appelle ça les parties prenantes clés, quoi, les key stakeholders qui, quand j'avais des postes régionaux, c'était des vice-présidents et des directeurs qui n'ont pas forcément le temps. Tu fais partie du paysage, mais tu peux pas être aussi spontané avec eux que tu l'es avec... Et comment tu fais? Alors, c'est quoi, toi, tes petites techniques pour gérer tout ce côté, le haut, on va dire, en tout cas, tous ces dirigeants un peu éparpillés dans le monde, en l'occurrence, mais comment tu fais? C'est quoi ta technique, ou en tout cas tes petits réflexes? Préparer. Il faut comprendre à qui tu as affaire, bien avoir fait la cartographie de où il se situe par rapport à ton projet. Est-ce que tu as besoin de sa validation? Est-ce que tu as besoin qu'il soit là dans des meetings une fois par mois? Est-ce que tu as besoin qu'il soit juste informé? Et moi, en l'occurrence, c'était plus des personnes que j'animais 1 à 2 fois par mois, avec de l'aide. Il y avait Xavier, si tu nous... Ah, lui, il nous regarde. Si tu nous regardes. Et en fait, pour ces gens plus seniors-là, et encore une fois, ce n'est pas venu tout seul tout de suite, préparer ce que j'ai à leur dire, beaucoup d'engagement par email, hyper succinct, très synthétique. Je suis pas forcément hyper synthétique à l'oral, mais je suis très à l'écrit. Donc pour les engager, ce type de population, entre guillemets, c'est très pratique. Donc, tu fais beaucoup circuler l'info. Ah, ouais. Là, par contre, je suis hyper transparente. Et après, c'est pas hésiter à leur donner mon avis à ces mecs. D'accord. Ou filles, ou femmes. Tu vas pas chercher à te soumettre ou à les servir juste par rapport à leurs besoins, mais tu essaies vraiment de te comporter en disant j'ai une mission, je l'assume et je donne mon avis sur ma mission, quoi. Ouais. Ça se passe bien. Eh ben écoute, ça s'est toujours très bien passé. Jusqu'à récemment, là j'ai eu une petite difficulté, mais parce que dans un environnement de transformation où les rôles et responsabilités des VP en question ne sont pas forcément clairs, donc VP, tu tombes vice-président. Donc tu tombes dans un environnement où il y a un peu de politique. Moi, je travaille sur un projet de supply chain digital avec des pairs. D'ailleurs, j'apprends à manager des pairs, un peu plus seniors d'ailleurs, mais à pas être la chef dans ce dispositif-là. Et en fait, j'ai des discussions j'ai dû avoir, à ce que je déteste, mais des discussions de positionnement avec un sponsor en lui disant « Mais pourquoi tu te positionnes comme ça? Je ne comprends pas. » Et alors, tu détestes pourquoi? Qu'est-ce qui va pas dans ce moment-là? Parce que, en fait, si c'est un moment, ça va. Mais la problématique, c'est de... En fait, non, t'as raison. Ce qu'il est... Il est fort. La collaboration avec ce sponsor était compliquée. Ouais. Parce qu'il posait plein de questions détaillées. Il était là à tous les meetings. D'ailleurs, je voulais l'écarter de certains meetings. Et son positionnement à lui n'était pas clair. Un coup, il fallait travailler sur un sujet, un coup, il fallait travailler sur l'autre. Et puis, ce que veut notre vice-président qui est au-dessus de nous tous, c'est ça. Et puis le meeting d'après, c'était plus ça, quoi. Et donc, j'ai dû avoir la conversation où finalement, je l'ai eu une fois et c'était chiant, mais je l'ai eu une fois. Et je l'ai eu qu'une fois. Je lui ai dit, je comprends pas, là, il faut que tu nous laisses travailler, en fait. Et alors, il te laisse travailler depuis? Ouais, il a essayé de revenir. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, t'es un sponsor parmi les autres sponsors, tu vas à la reco en même temps qu'eux. Il est inquiet, cet homme, non? Ouais, il a besoin d'être rassuré. Et du coup, toi, quand t'as besoin de quelqu'un, il est inquiet, donc il a besoin d'être rassuré, donc il vient, il pose plein de questions, et toi, tu l'empêches de venir aux réunions? C'est ça qui se passe, en fait, non? Bah, bien sûr, mais en fait... Du coup, ça l'inquiète plus, non? Enfin, jusqu'à la conversation que tu as eue. Exactement. Ouais. Mais il y a aussi le fait il est sponsor, je suis chef de projet. Donc, ma manière de le rassurer, c'est de lui dire, tu m'as donné exactement ce qu'il me fallait, tu m'as donné une ressource qui nous manquait, projet digital bien capé pour faire avancer le sprint. On est en mode sprint. Et je lui dis, toi, tu m'as donné ça, tu as fait un super bon boulot de sponsor, mais maintenant, il faut que tu nous laisses travailler et fais-nous confiance. Et il y a le mandat, et si j'ai un problème, je reviens vers toi. Je te pose la question, mais c'est
Pour moi, c'est vraiment un point important du management, qu'il soit transverse ou autre. Et les gens en face de vous tous, pas qu'en face de Sandra, ils agissent en fonction de leur peur, les gens. Ils agissent pas parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient envie d'être à cette réunion. Il n'a pas envie d'être à cette réunion. Il a besoin d'être à cette réunion. Ouais, ok. Et il a besoin parce qu'il a peur. Pour une raison que tu connais ou que tu ignores, peu importe. C'est vraiment essentiel quand vous avez quelqu'un qui a un comportement pas rationnel, c'est-à-dire il vient, ça sert à rien mais il vient quand même, c'est pas rationnel donc, c'est qu'il a peur. Par exemple là il a peur de pas avoir l'info, de pas machin. Donc ton premier réflexe qui est je veux pas que tu viennes aux réunions, c'est ton réflexe rationnel, mais ça va augmenter sa peur. Bien sûr, mais je lui ai pas dit. Oui, mais n'empêche. C'était mon dernier ressort. Ouais, mais c'est quand même quelque chose, ouais, tu vois. Je dis pour tout le monde, pensez bien que vous, il vous embête parce qu'il vous pose plein de questions, donc ton réflexe, ce serait qu'il vienne moins pour qu'il te pose moins de questions et qu'il t'embête moins. Donc en faisant ça, t'augmentes sa peur, et en augmentant sa peur, il va chercher à te poser des questions par un autre biais. Ok, donc il va t'emmerder de l'autre côté, quoi. Exactement. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Et c'est pour ça que il y a deux choses à faire, c'est est-ce que j'ai compris la peur de l'autre, ou est-ce que j'estime que, même sans la comprendre précisément, j'ai accepté l'idée que c'est parce qu'il a peur qu'il fait ça, même s'il s'en rend même pas compte lui-même. Et après, effectivement, la conversation un peu... Prendre le temps d'une conversation un peu méta, en tout cas un peu... On parle de notre collaboration et on parle pas que du projet. Ouais. Ah, évidemment, là, pour le coup, t'as bien joué. C'est qu'à un moment donné, il fallait poser le truc et lui dire oui, en fait, t'es en train, en essayant de m'aider, tu me freines. Exactement. Je lui ai dit exactement ça, figure-toi. En anglais, mais c'était exactement cette phrase. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il fallait lui dire. Et ça a marché. Ça a hyper bien marché. Ouais. Et ça me permet de bien collaborer avec un groupe de managers, en fait. Son autre point, ce sponsor, c'était de me dire mais est-ce que c'est toi the face of the project? C'est toi le... Et je lui dis je pense pas. Il me dit mais comment ça? Je lui dis on est 3, on est en mode sprint. On fonctionne d'une certaine manière, où on se distribue les tâches et toutes sont aussi importantes les unes que les autres. Donc effectivement, il y a un peu d'orchestration, mais je veux pas être celle qui fait la pub du projet en mode... Mais donc l'ego a diminué. A fortement diminué. Ouais. C'est bien. Vous qui reste un peu quand même. Ah, il va rester de toute façon, mais c'est là, tu vois, ça t'aide vachement. Ça je pense qu'une relation avec un très fort ego face à lui aurait vraiment créé beaucoup plus de problèmes que de solutions. En fait, il fallait aussi, c'est clair. Il fallait aussi dégonfler le truc, surtout dans des organisations comme ça qui sont un peu politiques, un peu comme ça, c'est compliqué. Mais alors du coup, on est encore en train de parler du rythme des gens, quoi. Ouais. En fait, depuis le début. Pourquoi ils sont jamais exactement à mon rythme? C'est fou ça. Ils sont chiants, hein. Ils sont pénibles. C'est un des grands trucs du management, le rythme des gens. Ouais. Et moi, j'aime bien qu'on ait des managers qui sont capables de tenir un très gros rythme, parce qu'on peut toujours apprendre à freiner. Apprendre à accélérer, si je suis au max, c'est pas possible. Donc je pense que tu as une chance pas possible d'être capable d'aller très vite. Mais on voit bien que tout l'apprentissage du management depuis 2009, 14 ans, c'est justement apprendre à gérer ton rythme, et le fait d'avoir un rythme potentiellement rapide, c'est cool. Et prendre le temps aussi d'apprendre des autres. Ça prend du temps d'apprendre des autres de son équipe, apprendre à les connaître, d'où ils viennent, ce genre de choses où je prenais même pas le temps. Je me disais, ça vient, c'est des trucs, t'as pas besoin de te poser pour savoir d'où les gens viennent, etc. Maintenant, quand je commence un projet, parce que là, c'est plutôt en mode projet, je prends toujours le temps de connaître les personnes avec qui je vais travailler de manière un peu plus proche, d'où elles viennent, combien de temps elles ont passé à faire quoi, etc. Mais je pense qu'on t'a pas aidé à 27 ans, t'étiquetes en talent. En fait, moi, je pense qu'on n'aide pas les jeunes à faire ça quand on les étiquette talent à 27 ans. C'est pas une leçon d'humilité, le truc. Ça aide pas à se positionner bien face aux autres, ça aide pas à comprendre aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc de... C'est pas que dans les grandes boîtes comme ça, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les classes prépa, dans les écoles type HEC, ou qu'elles soient... Boston, machin, je sais pas quoi, à l'étranger, c'est pas vrai qu'en France. On donne l'illusion à des gens qui peuvent se passer des autres, quoi. Parce qu'ils sont plus forts. Et moi, je suis un peu contre ça. Je pense que... Il y a un peu de ça, j'ai vraiment senti ça, à un moment. Et tu m'as dit en préparant, maintenant, je commence à me dire que le management est une force chez moi. C'est ça que tu m'as dit? Oui.
Et du coup, où est-ce que tu en es maintenant du coup de cette discipline du management? Tu dis que c'est une force. En quoi tu crois maintenant? Bah, c'est l'expérience en fait, et avec le temps, je vois certaines, et pas toutes, attention, hein, mais je vois certaines personnes que j'ai managées avec qui on a maintenant des relations plus de coaching ou de co-développement parce que t'apprennent autant que tu leur apprends. Et donc j'ai un peu ces retours informels. Je suis moi-même plus forte quand je manage, c'est-à-dire que moi j'en ai besoin. De manager? Ouais. Je suis arrivée à un moment de mon parcours où j'ai un gros goût pour déployer ou créer, ça dépend du niveau tel, mais les stratégies. J'ai un gros goût pour la collaboration. J'ai un énorme plaisir à voir les autres se développer, à les aider à se développer, et j'ai compris que ça passait par me développer moi-même avant. Donc ça fait 4 ans que tu es à ton poste et le prochain, il y aura du management. En tout cas, tu vas chercher à ce qu'il y en ait. Ouais, c'est sûr. Il y en aura du direct pour que ce soit quand même un peu plus rapide, quoi. Non, mais puis il faut alterner. Moi, je trouve que c'est très bien dans la vie de passer par différents Ouais, il y types en de aura, management. il y en aura. Il y a une question que tu m'as posée l'autre jour, hyper intéressante, et je voudrais qu'on en parle par rapport à ça. Et tu m'as dit, mais tu vas la reformuler mieux que moi peut-être, Ouais. Comment est-ce qu'on continue à apprendre soi-même quand on est manager et qu'on est censé faire travailler les autres, qu'on n'est pas expert, etc. C'est quoi cette question que tu te poses là? Elle me paraît hyper En intéressante. fait, je me la posais... Vas-y, reformule-la avec tes mots d'abord. Je vais le faire, Patrick. Parfait. Je me la posais spécifiquement dans le cadre des énormes entreprises telles que G&G, où t'as des couches de management, des fois, t'as 10 couches en dessous de toi. Bah. 10 en dessous, 4 à côté, 8 au-dessus. Bah, c'est ça. Et en fait, je me dis, donc j'avais la chance de pouvoir poser une question à quelqu'un de ce niveau, et donc je lui dis, comment tu fais en sorte de conserver le bon niveau d'expertise? Pas à moi de juger, mais c'était pour que cette personne comprenne que c'est hyper important l'aspect humain et manager les équipes. Mais comment tu nourris la partie expertise ou technique qui, pour moi, à tout poste, est nécessaire. Et elle m'avait répondu, il faut surtout penser avec son cœur. Et j'ai trouvé que c'était... un peu facile. Que c'était très vrai, mais que c'était pas très concret. Ouais. Tu m'étonnes. C'est même un peu facile. C'est un grand débat, le coup de est-ce qu'on a besoin de l'expertise pour manager et comment on fait pour la développer ou la garder. Toi, tu penses qu'il en faut une partie? Donc moi, je suis en supply chain. Donc, c'est technique, c'est des processus. Le diable est dans les détails. Donc, il faut avoir suffisamment d'expertise pour identifier là où il en manque dans les équipes et prendre les bonnes décisions. Et puis, ça va vite, la supply chain. Quand il y a des crises, tu peux pas construire ton expertise, genre prendre le temps et tout ça, quoi. Bah attends, moi, je suis dans ta team. Hein. Moi, je manage des consultants, donc c'est pas... Enfin, moi, 3/4 de mon management, il repose sur mon expertise. Hein. Si je sais pas faire le métier de consultant que je fais, je pense que assez vite, j'ai du mal à manager mes consultants. Hein. Donc, moi, je suis persuadé qu'il faut une part d'expertise. Du coup, la question de comment je continue à la développer alors même que je touche moins au terrain, parce que toi, en supply chain, de fait, quand tu manages, bah, t'es moins dans les problèmes techniques, c'est une vraie question. Et à part, faut manager avec ton cœur. Tu t'as trouvé des réponses à ça? Oui, j'ai trouvé des réponses. En fait, il y a pas mal. Déjà, la réponse, elle est. Moi, comment dire, j'apprends beaucoup avec les gens. Donc, si quelqu'un que je connais, mon DG, un directeur XY, conseille une lecture et tout ça, je vais aller le lire. Tu regardes toutes nos vidéos. Je regarde les vidéos. Je regarde beaucoup de vidéos. Et de TEDx. Je fais des formations toute seule avec LinkedIn Learning, où je considère que j'ai besoin de savoir quelque chose, pas forcément de l'expérimenter, mais de le savoir. Et là, maintenant, le digital, c'est vachement bien pour ça. Donc ça, c'est un peu ce que je fais. D'accord. Et ça te suffit? Tu sens que ça te suffit? Non. Bah non, mais moi, je suis 99% extravertie, donc je n'apprends que en expérimentant. Ah ouais. Moi, je pense que ça fait partie comme ça que les managers apprennent. En fait, il faut accepter qu'on apprend en regardant les autres faire et en faisant avec eux, et pas en faisant soi-même. Mais c'est vrai qu'il faut l'accepter émotionnellement. Je trouve ça pas si facile que ça. Moi, j'ai une petite astuce. Enfin, c'est pas une petite, c'est une grosse astuce. Moi, je crois beaucoup, d'une façon générale, en la culture. J'ai toujours un peu de mal avec les gens qui
quand ils ont un problème, essayent d'avoir la solution technique la plus directe. Je trouve que les solutions les plus intelligentes, elles sont toujours liées à une compréhension un peu plus vaste de ce qui se passe autour et donc à de la culture. C'est-à-dire à la compréhension, je ne sais pas, toi tu es en supply chain, je vais avoir la compréhension, je sais pas, moi, un peu d'enjeux géopolitiques, parce que pour comprendre pourquoi les transports ça change dans le monde, un peu de problèmes autour de l'énergie, un peu de problèmes autour de pourquoi les business models veulent que ça aille vite, donc un peu d'économie, ou des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'art et je regarde des choses sportives, ou par exemple, je m'intéresse un peu au basket ou à des trucs comme ça. Je regarde des choses en essayant de ne pas justement me chercher l'utilité immédiate. C'est-à-dire, je me dis pas, tiens, il faut que je regarde tel truc parce qu'il parle très bien de tel sujet. J'essaie de regarder les choses et en fait, moi, j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu t'imprègnes de plein de choses différentes. Et quand tu es face à un problème difficile, tu es toujours meilleur quand tu as une culture vaste que quand tu as une espèce d'énorme savoir, mais sur un tout petit périmètre. Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Si, tu es super clair. Ça me fait penser à la mission terrain, donc vente, que j'ai faite l'année dernière, qui était hyper riche. Et d'ailleurs, je crois que ça a fonctionné pour moi, mais parce que j'ai été manager avant, de projets, de gens, que j'étais déjà proche du commercial, mais ça n'a rien à voir de le faire en vrai. Ouais, non, merci. Putain, t'as vu, elle fait le faire en vrai que je fais jamais. Ça, tu le gardes. Le gardes. De ouf. Si l'interview dure 4 minutes, il y a cette phrase. Donc ça n'a rien à voir. Le fait de collaborer et d'aller avec des directeurs régionaux ou des chargés de clientèle sur le terrain et de le faire en vrai toi-même et d'y aller. Néanmoins, le fait d'avoir fait du management avant, du projet... dans tous les sens, et c'est ce qui m'a permis de m'adapter assez rapidement à cet environnement, avec l'aide de gens déjà sur le terrain qui étaient formidables et qui m'ont poussé, ouvert la porte de certains clients. Et après, en fait, je réfléchissais à ça. Les enjeux managériaux chez les clients, c'est un truc de dingue. Moi, je m'imaginais pas, mais les cadres de bloc, les gens qui gèrent... bloc opératoire, donc, du coup. Les cadres de bloc opératoire, les gens qui gèrent tout le personnel... au sein d'un bloc, ou les pharmaciens dans les gros établissements, ils ont énormément de gens à manager. C'est dans un environnement, mais moi je te parlais de mon environnement du début, tu sais, un petit peu compliqué, pré-transformation. Là, c'est une pression énorme et tu prends une grosse leçon d'humilité aussi quand tu vois ça. Ah c'est sûr. Ouais. Putain, d'ailleurs, si tu connais des managers dans ces univers-là, il faut vite me les présenter. Moi, j'aimerais bien. Les mecs qui managent une équipe pour préparer une opération à cœur ouvert, c'est pas nous. Nous, on fait pas ça. Nous, ni toi, ni moi, ni... Voilà. Nous, si on se puis c'est 10 dans la journée, quoi. Ouais. Et puis, oui, c'est ça, ouais. Et puis avec le personnel qui en ce moment, c'est super difficile de le garder. Ouais. Mais non, mais pour revenir à ce truc d'apprentissage, moi je trouve que les choses qui nous aident le plus sont pas toujours les choses qu'on a appris et qui sont directement utiles. Enfin, il y a vraiment un truc. C'est vrai. Je me rends compte, moi j'utilise beaucoup d'images et tout, et souvent les images je vais les piocher dans la vidéo que j'ai vue la semaine d'avant, un peu par hasard parfois, qui n'a rien à voir. L'autre jour j'ai fait ça avec une image d'astronomie parce que j'ai vu une vidéo d'astronomie 2 semaines avant, et en fait elle est pas meilleure ou pire qu'une autre, c'est juste que moi, j'ai quand même l'impression qu'on progresse. Plus on est manager, plus on a des responsabilités d'explication de ça. On progresse en ayant un champ très vaste de curiosité et qui va t'aider de plein de façons. Donc pour moi, continuer à faire de l'expertise, paradoxalement, c'est pas forcément apprendre le métier des gens, mais avoir le plus de contexte possible, le plus de richesse possible. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ok. Regarde des vidéos d'astronomie. Je vais être un petit côté créa, toi, un petit côté artiste. Oui, mais je pense que c'est parce que je regarde beaucoup de trucs d'artistes. L'astronomie, c'est pas de l'art. Ouais. Mais moi, j'ai toujours pensé que les artistes étaient les gens les plus forts du monde pour expliquer les choses compliquées. C'est-à-dire, moi, les livres de management, ça me rend fou tellement que c'est nul. Je trouve ça nul. ça me tombe des mains, les livres de management. Vraiment, j'en ai lu quelques-uns. C'est vraiment très pénible pour moi. Et par contre, quand je lis un romancier qui explique des relations humaines dans un roman policier ou machin truc, je trouve ça génial. C'est-à-dire, j'ai l'impression là-dedans, moi j'ai beaucoup lu de romans policiers, j'ai l'impression là-dedans d'avoir une étude des relations humaines 1 million de fois meilleure que n'importe quel livre de management. Et oui, du coup, j'ai probablement des images et des exemples plus originaux, mais aussi parce que je pense que moi, un auteur de roman policier, il est meilleur qu'un consultant, en fait, pour décrire les humains. Je te laisserai réfléchir à ça, on se revoit dans 10 ans. Mais... Mais voilà.
Non, mais c'est intéressant. Il y avait d'autres choses sur ce point-là? T'as d'autres points sur l'apprentissage ou des questions encore qui te restent en management? C'est quoi tes questions pour l'avenir en management? Il y a des choses que tu as envie d'apprendre ou d'expérimenter? T'es pas obligé. Hein, Mes questions pour l'avenir, c'est quand l'équipe grossit, en fait. Quand l'équipe grossit, jusqu'à quel point je vais kiffer, entre guillemets, jusqu'à quelle taille d'équipe. Et ça, c'est une vraie question. Et je me dis pas, tu vois, j'avais ce truc, encore une fois, on en revient à ce qui te forge au début et les messages que tu entends. Je me suis dit, ouais, plus l'équipe est grosse, plus ça veut dire que je suis forte. Enfin, tu vois, t'as ces espèces de mythes un peu. Et non, là, je me dis, on verra. Je sais que j'aime ça, je sais que j'en ai besoin. Je sais que faire avancer l'équipe sur la stratégie, la vision, ça me nourrit à fond. Mais alors, jusqu'à quel point, je sais pas. Ah ouais, il va falloir tester. Bah, exactement. Il risque d'y avoir une question de rythme. Ouais, mais je vais penser à cette question de rythme. Un peu plus consciemment, je pense. C'est un bon point pour moi. Bah oui, je pense que c'est un vrai sujet. Mais pour tout le monde. Hein. Et ce qui est intéressant dans une équipe de, je sais pas moi, 100, 200 ou 1000 personnes, c'est que y a tous les rythmes. Et c'est à la fois une difficulté et une énorme facilité. Il y aura toujours quelqu'un à ton rythme dans une équipe de 1000. Ah ouais. Oui, tu sais que j'ai managé plus récemment là, des jeunes que j'ai engagés, mais qui vont plus vite que moi. Ah bah oui. Donc, c'est Sandra d'il y a 10 ans. Et c'est génial, et c'est challenging, mais il n'y a pas de difficulté émotionnelle, quoi. Mais par contre... faut se bouger, quoi. Ouais, faut se bouger. Et moi j'aime beaucoup leur... sans aller trop vite, mais ces talents-là, leur transmettre ce que moi j'ai compris, mais un peu plus tard. Et donc leur dire... moi là, je veux que tu sois capable d'être autonome dans tel connect, le mot, dans telle connexion, et que ce soit toi qui anime très rapidement tel type de réunion, et pas que tu présentes ton analyse, puisque c'est beaucoup ça que tu fais au début, et les emmener dans la responsabilisation très tôt. Bah, ça veut dire qu'ils vont progresser plus vite, quoi. Ah oui, normalement tu dois pouvoir leur faire gagner un peu de temps. Bah ouais. Mais notamment parce que tu es très consciente de ton parcours, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant le niveau que tu as atteint que comprendre comment tu l'as atteint qui va t'aider. Ouais. Enfin, qui va t'aider à les aider. Sandra, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde. Donc tu la connais, puisque tu as vu certaines de nos vidéos. Si tu rencontres ou si un jeune ou une jeune manager qui prend son premier poste de manager vient te voir, c'est quoi le conseil que tu as envie de lui donner? C'est son premier poste, et Sandra, ça fait 10 ans que tu fais des choses comme ça, qu'est-ce que je dois pas faire ou qu'est-ce que je dois faire absolument? Ne fais pas. Et observe. C'est juste ça. Ouais. Parce que je pense que c'est exactement ce que j'ai pas fait. Moi j'ai continué, tu vois, et puis j'adapte, et il y a une certaine force à faire ça parfois, mais je me suis pas arrêtée, quoi. Je me suis pas dit, ok, là je me pose, je vérifie que ma roadmap c'est la bonne, je parle aux gens, je vois quand on co-construit, quand on co-construit pas, conscientiser tout ça, je faisais tout spontanément, donc il y a des trucs qui tombaient bien certainement, mais il y a des trucs, typiquement la relation avec Sabrina, non, il aurait fallu que je la prépare un peu mieux. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à... Tu sais, dans les boîtes, on parle tout le temps, on a toujours des images de performances de grands sportifs et tout. Et en fait, tu te rends compte que les managers, ils managent comme s'ils étaient tout le temps en finale de Coupe du Monde. Et tu as envie de leur dire, mais en fait, les mecs que tu vois jouer à 90 minutes un soir de juillet, ils passent 90% de leur temps à réfléchir, s'entraîner, réfléchir, s'entraîner, etc. Enfin, atteindre un très haut niveau de performance, ça demande de la patience, quoi. J'imagine que vous pouvez retrouver Sandra sur les réseaux. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, tout à fait. Sur LinkedIn. Sur le réseau professionnel, ouais. Ok, donc Sandra Leclerc sur LinkedIn, et on a toutes les infos te concernant, professionnelles en tout cas. Merci beaucoup. Évidemment, venez commenter, venez nous donner votre expérience. Est-ce que vous aussi, vous avez eu une progression très graduelle dans le management, ou est-ce que vous avez aimé ça dès la première seconde? Racontez-nous ça, et on se retrouve très vite pour un nouveau Le Faire en Vrai. Salut à tous.